Bonjour et bienvenue dans Discussion entre amis, le podcast qui se nourrit de vos vies. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucas. Lucas, tu es élève doctorant en économie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te présenter, sauf ce dont on va parler aujourd'hui ? Je m'appelle Lucas, je suis quelqu'un de normal, j'ai des centres d'intérêt à peu près normaux, c'est-à-dire que j'aime bien le foot et j'aime bien le rap. Voilà. C'est classique. C'est ce que je fais de mon temps autrement que de faire de l'économie, on va dire. Ok. Alors aujourd'hui, nous Lucas, on se connaît quand même. En fait, on est cousins, du coup, on se connaît depuis pas mal de temps. Alors moi, je t'ai vu un petit peu quand c'était au début de tes études. Je me rappellerai toujours. Tu m'avais dit que tu voulais faire de l'économie, et je me suis dit que c'est quand même un domaine qui est assez vaste, l'économie. Il y a plein de branches, il y a plein de fonctions. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, dans quelle branche tu travailles un peu plus de l'économie? Ouais. Déjà, pour revenir un peu plus à ce qu'est l'économie, il y a plusieurs manières de définir l'économie, et je pense que c'est important pour comprendre après ce que je fais. Il y a une manière, on va dire, qui date de la le début du 18e, milieu 18e, qui définit l'économie comme l'étude de la production, de la répartition et la distribution des richesses. Ok. Et il y a une autre branche de l'économie qui définit l'économie comme quelque chose, comme un processus d'allocation de ressources rares. Globalement, tu as des ressources rares, tu essayes de les utiliser le mieux possible, et ton objectif, c'est d'être le plus efficace avec un nombre de ressources restreint. D'accord. Moi, dans le cadre de ma thèse et de ce que je fais, je m'intègre dans le premier courant de l'économie, c'est-à-dire l'économie politique, sur l'étude de la production et de la répartition des richesses. Et donc, j'essaye de voir comment l'économie se déploie dans le temps et dans les sociétés, pas uniquement dans la sphère marchande, c'est-à-dire avec les interactions monétaires, etc., mais aussi avec des sphères plus, on va dire, sociales, c'est-à-dire des interactions entre des individus, des groupes sociaux, etc. Je sais pas si j'ai été clair ou pas. Là, pour moi, ça me paraît clair. De toute façon, on verra sur les commentaires. Si c'est pas clair, c'est pas grave. De toute façon, c'est fait. Alors, d'ailleurs, je rappelle un tout petit peu, le son est un peu différent parce que on est en déplacement. Enfin, t'habites à Lyon et moi, j'habite à Toulouse. Donc, du coup, voilà. Et j'ai oublié mes micros. Voilà, pour un podcast, c'est assez clair. Alors, là, tu nous as parlé justement de ces deux pratiques de l'économie. Comment, surtout, et pourquoi t'es resté dans la première phase que tu nous as expliqué? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis venu à l'économie en aimant bien la politique, et c'est ce qui, je pense, m'a donné mon attrait pour l'économie. Aussi parce que dans les enseignements français, c'est-à-dire au lycée, quand tu fais de l'économie, c'est des sciences économiques et sociales. Du coup, tu réfléchis pas à l'économie en vase clos comme des modèles mathématiques de maximisation, etc., mais comme quelque chose en interaction avec toutes les sphères de la société. Donc, ça a beaucoup joué. Et de par les profs que j'ai eus, les interactions que j'ai eues dans ma vie, et de par mon histoire personnelle, mon héritage social, etc., c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus intéressé que simplement de faire de la modélisation mathématique, qui a plein de limites, mais qui a aussi ses côtés positifs. On pourra y revenir si tu veux. Donc vraiment un truc, mes goûts personnels, et surtout mon parcours, le fait que j'ai rencontré des professeurs qui étaient plutôt dans cette perspective-là, et donc ce qui m'a amené naturellement à suivre cette voie. C'est intéressant. On va prendre un petit moment, faire une dédicace à tes professeurs. Est-ce que tu en as que tu veux remercier aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Déjà, je pense que c'est bien de souligner qu'il faut remercier, en tout cas personnellement. Je remercie absolument tous les professeurs que j'ai eus pendant toute ma vie, même ceux avec qui je me suis moins bien entendu, parce que c'est des personnes qui se dédient à la formation intellectuelle des jeunes, et c'est bien. Une personne que je dois remercier en particulier, c'est quelqu'un qui s'appelle Dominique Bollier, avec qui c'était mon prof de SES en première,
que j'ai continué à voir après, que j'appelle encore régulièrement, etc. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour ma formation intellectuelle. Après, j'ai eu des professeurs de prépa avec qui je me suis bien entendu, avec qui ça s'est bien passé. Et après, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, surtout à l'université. Donc, en particulier Sophie Arnay, ma directrice de thèse, et Laurence Sialom, professeur dans mon université. Alors, c'est intéressant parce que j'ai 2 questions qui vont découler. La première, c'est comment ça se passe quand... parce que là, en fait, tu vas finir ta thèse bientôt, là, Enfin, bientôt. J'espère. Non, mais comparativement au début, c'est quand même... on est quand même sur la fin. Comment ça se passe et surtout, comment on tient des études un peu aussi longues? Est-ce que c'est la passion? Parce que tu vois, ce podcast, c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qui définit un peu les récits, c'est la passion. Tu vois, j'ai eu Lucas, pilote de ligne, j'ai eu Audrey qui est parti au bout du monde, et je vais avoir d'autres épisodes, je ne vais pas trop spoiler, mais ça réunit la passion. Est-ce que toi, c'est pareil, c'est la passion ou c'est plutôt... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Faut déjà contextualiser. J'ai des parents qui ont fait des thèses et qui sont dans le milieu académique, etc. Et ça joue évidemment. C'est la plus grosse part, selon moi, de facteurs qui font que je fais ce que je fais et je suis là où j'en suis. Après, bien. Vas-y, pose une question. Alors déjà, on en parlera parce que ton père qui va venir bientôt dans le podcast, mais c'est-à-dire en fait, tu vois tes parents qui ont fait des longues études, qui ont fait ton père qui a un doctorat aussi. C'est quoi ça motive, ça pousse, ça inspire? Ça motive, ça pousse, ça inspire et surtout ça structure. Ça rejoint ce que je te disais avec l'économie en lien avec les autres sphères du social, c'est que la reproduction sociale c'est un truc qui a lieu et c'est un truc, les économistes et les gens qui y réfléchissent sont pas à l'écart de ce qu'ils étudient et ça les structure. Et le fait d'avoir des parents qui sont dans l'académique, de connaître ce milieu-là depuis tout petit, d'avoir la formation qui te permet d'avoir les informations, le bagage culturel qui te permet d'évoluer dans ce milieu, ça aide énormément et ça structure tes choix. Donc il y a quelque chose de naturel et de structurel de ton milieu qui te détermine et qui te pousse et qui fait de toi qui tu es aujourd'hui. Ouais. Et le fait qui m'a toujours aidé et soutenu dans ce que j'ai fait, qui d'un point de vue plus conscient au-delà des structures sociales est toujours m'a toujours aidé et poussé à faire ce que je fais, quoi. Et donc honnêtement je leur dois tout et il y a peu de choses que si on prend l'école, donc les profs dont j'ai parlé, mes parents et tout mon milieu, mes amis, etc., il y a peu de choses que je dois à moi-même à la fin, voire absolument pas en fait. Et après on parlait de passion tout à l'heure, oui c'est un truc globalement de nerd. En vrai, faut aimer être devant des ordis et devant des livres toute la journée, apprendre des trucs. Et voilà, et moi c'est ce que j'aime bien faire. Donc il y a un petit côté nerd qu'il faut absolument pas mettre de côté dans les cursus académiques, quoi. C'est intéressant parce que là il y avait justement un point où un jour je lisais un article, d'ailleurs je précise que tu écris de magnifiques articles, de très bien écrits d'ailleurs, dont je mettrai les liens en description parce que franchement, voilà, pour les avoir lus, c'est très compliqué, mais c'est extrêmement bien rédigé. Je te félicite pour ça. Merci. J'ai entendu un jour que en fait c'est très compliqué pour un enfant qui, par exemple, de parents qui n'a pas fait d'études, de faire de longues études. Et là, toi, tu dis que vu que tu as eu des parents qui ont fait de longues études, tu en as fait aussi. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu des parents qui n'avaient pas fait de longues études, qui n'avaient pas fait de doctorat, etc., tu aurais aussi... Je pense pas, j'en suis sûr. Ok. Je considère que les êtres humains sont absolument sociaux, absolument tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nature humaine hors du milieu dans lequel tu grandis. Il y a des petits moments où tu as des décisions à prendre, tu les prends, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. On pourrait dire que c'est du libre arbitre, etc. Mais je considère que le simple fait de me considérer, moi, en tant que personne telle que je suis actuellement, en dehors du cadre dans lequel j'ai évolué, ça n'a absolument aucun sens. Ok. D'un point de vue purement logique. Ouais. Et donc, à ce titre-là, je considère que oui, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait aujourd'hui si j'avais pas eu mes parents, si je t'avais pas eu toi comme cousin, si j'avais pas eu cette famille, etc., quoi. Ok. Bon, on remercie toute la famille. Exactement. Alors, comment ça se passe un petit peu les études? Alors, tu sors du lycée,
Parce qu'en fait, on va dire lycée parce que est-ce que c'est vraiment au moment du lycée ou c'est même avant que tu as un petit penchant pour l'économie? Non, mon penchant pour l'économie, c'est vraiment au lycée. Okay. Il se fait sur un truc assez marrant parce que j'étais en seconde, donc j'ai eu une scolarité, j'étais OK, j'avais des facilités, etc. Je suis arrivé en seconde et je devenais beaucoup moins assidu, globalement, dans ma manière d'étudier et de faire des choses. Et initialement, je me suis toujours dit que j'allais faire un bac S, première S, etc., donc une filière scientifique. Et au vu de mes notes en seconde, je ne pouvais pas aller en filière scientifique. Et donc, je suis allé en ES, avec les a priori qui sont idiots de dire « ouais, c'est un peu moins bien, mais quand même, ça va m'amuser, etc. » Et du coup, c'est une sorte c'est des erreurs qui m'ont permis d'arriver à ce que je fais et à aimer ce que je fais aujourd'hui. Et donc, c'est là où j'ai rencontré ce prof en première qui m'a permis de faire ce que je fais. Et j'avais déjà aussi quand même un attrait pour la politique quand même avant. C'est-à-dire que c'était des débats qui m'intéressaient. Genre, je m'en rappelle demander à mes camarades je crois que je sais plus si c'était en maternelle ou à l'école primaire, si leurs parents étaient de gauche ou de droite, sans avoir aucune notion de ce que c'était. Genre juste simplement par classification, donc ce qui est idiot en registre politique, mais ce qui du coup ça dit un petit peu le... Ouais, c'est ça, oui, ça dit beaucoup de choses. Et j'ai retrouvé un truc que j'avais fait en 3e sur un Google Drive que j'avais mes trucs il y a longtemps, où je dis dans le truc que je veux mettre fin au racisme dans le monde, etc. Alors que, on va dire que j'ai un bon passing, donc on est issu de famille immigrée, mais j'ai un bon passing, donc les gens, quand on me rencontre, on se dit pas que j'ai un père du coup algérien, etc. Et donc j'avais mis ça à ce moment-là dans ce truc, je sais plus, c'était un travail de français ou de maths, je sais plus. Et du coup, ça prouve qu'il y avait je m'en rappelle plus directement, mais que j'avais déjà un peu une conscience de ce genre d'enjeu à ce moment-là, quoi. Ok. Oui, voilà. C'est vrai que ça remonte là, ton histoire de droite et de gauche, c'est assez fou. Je te vois bien poser la question, t'es droite ou de gauche, tu vois. C'est assez marrant. Mais alors, du coup, donc, t'arrives au lycée, donc tu fais un bac ES, et après, en fait, comment tu te dis, voilà, je vais aller jusqu'au doctorat, en fait? Alors, je me dis pas tout de suite que je vais aller jusqu'au doctorat. Ça, c'est un truc aussi qui détermine ton parcours, c'est que le système éducatif français, pour en parler avec beaucoup d'étrangers, des Allemands, des gens qui viennent du Moyen-Orient, etc., qui sont dans mon bureau, en fait, le système français éducatif, il a une particularité, c'est qu'il est ultra opaque. C'est-à-dire que c'est pas comme aux États-Unis où tu as des facs, certes c'est payant, mais tu as la meilleure fac, tu as la moins bonne, tu sais à peu près où situer, tu sais quel chemin tu dois prendre pour aller à tel endroit. En France, tout est à peu près caché. Ce qui fait que y a plein de techniques pour arriver à ce qu'on appelle les grandes écoles, donc les plus grandes écoles, qui sont cachées, pas cachées, mais qui sont pas beaucoup mises en avant, et ton background culturel t'aide beaucoup à suivre ces chemins-là. Et moi, mes parents, du coup, m'avaient parlé de ce qu'on appelle la classe préparatoire. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est 2 ans où tu travailles un peu beaucoup et où tu passes des concours à la fin de ces 2 ans pour rentrer dans des écoles. Donc ça peut être des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs ou ce qu'on appelle l'école normale supérieure, donc ce qui forme surtout au poste d'enseignement, on va dire, et de la recherche. Et donc moi je savais en fait presque, je me rappelle en 3e avoir dit à mes parents que je veux faire Polytechnique, qui est, on va dire, le top 1 en termes d'école d'ingé français, sans savoir ce que c'est, mais uniquement parce qu'ils m'avaient dit, il y a tel parcours qui existe, etc. Et donc, je m'étais dit, je veux faire une classe préparatoire pour 2 ans, parce que ça permet de te challenger, de travailler beaucoup. Et du coup, j'ai fait mon bac ES, sans travailler énormément, encore une fois, avec des moyennes acceptables, parce que j'ai la chance d'avoir un milieu social qui m'a favorisé. Et puis surtout que tu avais des facilités. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, mais du coup, quand je dis facilité, globalement, j'ai un héritage culturel familial qui m'a beaucoup aidé et qui a quasi tout fait.
Et du coup, j'ai choisi d'aller en prépa pendant 2 ans après le lycée, en prépa école de commerce, pour aller en école de commerce. D'accord. Et donc, je voulais pas faire un doctorat initialement. Alors, comment elle se fait la passerelle là, parce qu'entre école de commerce et au final on arrive au doctorat? Et bah, elle se fait, donc du coup, pendant la prépa, de 2 manières. Premièrement, le fait de côtoyer, en gros, ma prépa nous mettait en relation un peu avec les gens qui étaient déjà en école de commerce. Ok. Et quand j'ai vu à quoi ça ressemblait de l'intérieur, qu'on me racontait les témoignages, etc., ça me plaisait absolument pas. C'était pas fait pour moi, pour plein de raisons. Mais pour des raisons tu travailles pendant 2 ans, après tu fais plus grand chose. Et moi, étant donné qu'on va dire que je suis un peu une éponge sociale, je serais allé là-bas, je me serais adapté au milieu, très certainement, et j'aurais rien fait non plus pendant 3 ans, j'aurais trouvé un métier après, dans le conseil, l'audit, tous les trucs que tu fais à la sortie d'école de commerce, et j'aurais eu un taf qui m'aurait sûrement pas plu pendant le reste de ma vie. Donc ça me rebutait un peu. Et ensuite est arrivé le moment du Covid. Il y a eu le premier confinement. C'était un peu avant quand même le premier confinement où je commençais à me poser des questions. Et là, je me suis dit, bon, en vrai, moi, ce que j'aime bien dans les cours et ce que j'aime bien faire, c'est... j'aime bien l'économie et la philo. Mes cours d'éco et de philo, je trouve ça... Enfin non, j'aimais bien mes cours d'économie et j'aime bien la philo en général. Mes cours de philo, j'étais un peu moins fan, mais j'aime bien l'économie. Et du coup, je me suis dit, bah écoute... Je vais passer mes concours, je vais faire mes concours, donc on était pendant le premier confinement, mais je vais postuler dans des licences d'économie à côté pour faire de l'économie à temps plein. D'accord. Parce que entre-temps aussi, j'ai oublié ça, j'avais contacté les écoles de commerce pour savoir s'ils pouvaient faire des doubles cursus en économie. Et ça paraissait compliqué. Tous les gens que j'avais contactés, ils me disaient on n'a pas de parcours ouvert, mais... si vous faites telle chose, si vous contactez les licences, que vous essayez d'avoir des doubles cursus, etc. Et en gros, quasi impossible. Du coup, je me suis dit, bah écoute, ça me plaît pas l'école de commerce. Moi, je vais partir et je vais aller à l'université, ce qui est un grand échec pour les gens de prépa, parce que l'université, c'est considéré comme l'endroit où les gens sont pas bons, etc. Ouais, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait tu fais prépa et tu vas à l'université et là en fait alors justement la différence, parce que la classe préparatoire c'est quand même, moi j'ai vu des années qui sont allés, c'est quand même super chaud. Quand tu arrives en université, la différence un petit peu de travail, est-ce que y a vraiment... contrairement à ce qu'on pourrait croire, la prépa, c'est très très dur, je le dis quand même. Enfin, c'est très très dur. C'est dur, c'est difficile, il faut travailler beaucoup et intensément. L'université, pour autant, être fort à l'université et avoir de très bonnes notes, c'est très très difficile aussi. Parce que personne s'occupe de toi. T'es tout seul dans ton coin. Si tu rates, tu rates. C'est absolument impersonnel. T'es face à une grosse machine. Tu vas faire tes partiels. Tu les foires, tu les réussis pas. Tout le monde s'en fout. Ouais. C'est ton problème. Tu partiras de la fac, ça sera ton souci, tu fais ce que tu as à faire après, c'est ton problème. Et ça fait que c'est quelque chose de très dur. En plus, avec des CM qui sont des formats de cours où tu peux pas interagir avec le professeur, c'est quelque chose qui est vraiment super difficile, contrairement à la prépa où t'es 40 dans un groupe sur 2 ans, tes profs tu les vois tout le temps, ils t'accompagnent, quand t'as un coup de moins bien, ils viennent te voir, ils te disent qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux t'aider, qui te donnent des conseils personnalisés sur ce qui va pas dans tes méthodes, ce qui va pas dans tes dissertes, dans tes calculs ou je ne sais quoi en maths, et ça fait une différence exceptionnelle. Et donc, moi je considère quand même que c'est pas facile d'être fort à l'université, voire c'est très difficile d'un point de vue individuel. Donc là, tu continues, t'es à l'université, comment ça se passe? Ça se passe bien? Mon année de L3 est difficile parce que du coup, c'est donc en gros, juste, il y a le premier confinement. Ouais. Je suis pris à la fac à Nanterre avant mes concours. Okay. J'arrive à mes concours, j'ai révisé l'éco, mais j'ai pas fait le reste. Ça se passe plutôt bien. J'ai des écoles OK, genre top 5, top 6, top 7. C'était OK. Ensuite, je vais à Nanterre la rentrée d'après. Sauf que, situation de Covid,
tout seul à Paris parce que je suis le seul à aller en région parisienne, je ne connais personne. Groupe de TD impartable avec une table d'écart entre tout le monde, le masque sur la gueule, personne se parle, etc. Le début était vraiment chaud parce que en vrai, quand tu arrives dans une ville que tu connais personne, que c'est situation de Covid où personne peut se parler, etc., qu'il n'y a pas d'événements qui peuvent être organisés, et vraiment, c'est ce que je disais à ma mère, genre les 2 premiers mois, la seule personne à qui je parlais de la journée en discussion, c'était le mec qui me servait le crous le midi, tu vois. D'accord. Genre, c'était impossible de socialiser, et ça, c'était vraiment compliqué. C'était compliqué à vivre. Et du coup, un peu chaud, et j'ai été un peu déçu aussi des programmes que j'ai eu en licence, parce que, comme j'ai dit, donc au lycée et en prépa aussi, tu fais plus de l'économie politique et moins de formel. Et quand tu arrives à l'université, en tout cas en licence, tu fais quelque chose de très appliqué, qui a ses intérêts aussi, mais qui, selon moi, doit forcément arriver dans un second temps dans la formation d'économiste. Parce que appréhender le monde à travers des modèles mathématiques sans essayer de comprendre au préalable comment il fonctionne pour ensuite le mettre en modèle, qui est une étape nécessaire, c'est pour moi griller des étapes et ça rend le truc absolument pas, c'est pas cool pour les étudiants et ça aide pas à comprendre. Et aussi déçu d'un point de vue intellectuel sur des cours où, par exemple, un cours de CM, je me rappellerai toujours, un premier cours de CM que j'ai, je sais plus quelle matière c'était, mais on nous parle de l'État et en gros, on nous parle de l'État sous le modèle, bon, je sais pas si tu vois, mais du Léviathan d'Hobbes. En gros, l'État, c'est quelque chose. Tu me parles un peu chinois. L'État, c'est quelque chose qui vient pour régler tous les conflits entre individus. En gros, s'il n'y avait pas d'État, tout le monde se ferait la guerre. Et donc l'État intervient uniquement pour résoudre les conflits entre individus et créer une sorte de paix sociale. C'est très vulgarisé s'il y a des philosophes. Je suis vraiment désolé, ne m'insultez pas en commentaire. Mais pour voilà l'idée. Ça marche. Exactement, voilà l'idée. Et je vais voir le prof à la fin et je lui dis, c'est restrictif. En tout cas, en économie, parler de l'État uniquement comme une sorte de Léviathan qui vient apaiser les conflits sociaux, c'est difficile et ça a beaucoup d'autres rôles et on ne peut pas justifier le rôle de l'État en économie uniquement à travers ce prisme-là parce que l'État a des rôles, je sais pas, de stabilisation de l'économie, de redistribution, de structuration des marchés pour que l'économie puisse se développer. Et donc le simple fait de dire que tout le monde se fait la guerre s'il n'y a pas d'État, c'est pas vrai, et que l'État sert juste à ça, c'est pas vrai non plus. Je vais lui dire ça, donc ce ou cette professeur, je vais lui dire ça à la fin du cours et la personne me répond « Ah non, mais je vous arrête tout de suite, là on est en licence, vous poserez des questions en master et vous commencerez à réfléchir. En master, là je comprends, vous avez fait prépa avant, mais là pour l'instant, appliquez et vous verrez en master, vous vous épanouirez plus. » Et donc ça te met un peu mal quand tu viens poser une question à la fin du cours et qu'on te répond ça, quoi. Mais bref. Du coup, voilà. Ça s'est passé comme ça. Et après, du coup, je fais ma licence. Ma licence se passe, je la valide. Deuxième semestre, je le fais à distance. Je valide aussi. Pas excellent, mais aussi, ça me plaisait pas. Enfin, c'était en distanciel. Le distanciel pour tous les étudiants, c'est pas ouf. Et avec des trucs très mathématisés où j'avais du mal à m'épanouir intellectuellement. Et ensuite, je fais un master, du coup. Master SES, Sciences économiques et sociales, où je retourne un peu plus vers ce que je faisais au lycée en prépa. Et là, ça me plaît beaucoup plus et je m'épanouis beaucoup plus. Et c'est là où vraiment je commence à faire vraiment, on va dire, de l'économie sans être économiste. Je me considère pas comme économiste aujourd'hui, mais à rentrer dans la discipline, quoi. D'accord. Et après, du coup, tu passes donc le master, tu le valides. Et après, qu'est-ce qui vient après le master ? Juste après, je rentre en thèse. Donc, en gros, je fais un master de recherche. Et donc, ton année de master 2, tu la passes à faire ton mémoire et à préparer un projet de thèse avec une enseignante pour mon cas. Et donc, on a préparé un projet de thèse pendant l'année qu'on présente ensuite devant le laboratoire. Donc, en gros, là où tu es à la fac, il y a un laboratoire de recherche. Tu as un projet de thèse. Et tu arrives devant le laboratoire, il y a l'équipe de direction. Et tu présentes ton projet de thèse, donc tu le défends, tu as des questions, etc. Et l'objectif, c'est de décrocher un contrat doctoral. Donc en gros, pendant 3 ans,
qu'on te donne des sous, c'est-à-dire que tu as un salaire fixe pendant 3 ans pour mener tes recherches à bien, donc le projet de thèse que tu as fait. Plusieurs trucs à souligner, c'est qu'il y a différents types de contrats de thèse, je vais pas y revenir là, mais tu veux? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Bah, il y a le contrat de thèse, donc ça c'est un contrat de thèse doctoral, ce que j'ai présenté c'est un truc classique. Il y a aussi des gens qui font des thèses non financées. Ça c'est surtout dans les autres sciences sociales, c'est le truc le plus dur selon moi et le plus respectable parce que t'es pas payé, tu dois trouver un job à côté et faire tes travaux de recherche pendant ce temps. Waouh, ça met c'est une charge de travail énorme. C'est ça, énorme. C'est super difficile. Il y a ce qu'on appelle les contrats CIFRE, c'est-à-dire que tu fais ta thèse dans une entreprise et à l'université, donc tu es à mi-temps. En gros, tu as un sujet de thèse qui est déterminé par l'université et par l'entreprise, donc qui convient aux deux. D'accord. Et c'est-à-dire qu'il peut aider, on va dire, l'entreprise à mener à bien ses objectifs et qui a un intérêt universitaire. Donc, t'es un peu entre les deux. Et il y a ce qu'on appelle aussi des COFRA. C'est des nouveaux contrats de thèse qui viennent d'être créés avec des administrations publiques. Un peu pareil qu'une CIFRE. Sauf que tu vas bosser, je sais pas, au ministère de la Transition ou au ministère de l'Économie, etc. Oui, c'est quand même des postes qui sont quand même... Oui. C'est vraiment pas mal. Oui, mais t'es pas ministre, hein. T'es doctorant et tu fais... Enfin, mais oui, c'est sympa. Alors, tu nous parles un petit peu d'un salaire. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien c'est le salaire d'un... Ouais, bien sûr. Moi, combien je gagne globalement, en gros, il y a des trucs à prendre en compte. C'est que tu as ton salaire donc, de doctorant et en plus, tu peux donner des cours. Donc, c'est ce que je fais, des TD. Tu donnes des TD. Je donne 64 heures de TD, donc c'est pas énorme, mais c'est le service d'un doctorant, c'est ça. Et du coup, les TD sont facultatifs. Donc là, le salaire que je vais donner, moi je m'en fous de donner mon salaire, mais le salaire que je vais donner, c'est le contrat de thèse plus les cours. D'accord, qui sont rémunérés aussi. Et du coup, je gagne à peu près par mois 1009 net. Environ. Je sais pas, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais environ... c'est quand même pas mal pour faire sa thèse. Et honnêtement, c'est très bien parce qu'ils ont revalorisé les contrats de thèse récemment en termes de salaire. Et moi, je vis en région parisienne, du coup, je suis à Paris. Même à Paris, où les loyers sont assez élevés, etc., c'est largement suffisant pour vivre. Et c'est OK. Heureusement qu'ils ont revalorisé, c'est très bien. Et après, je sais pas pour le reste de la France, mais si c'est à peu près le même montant, c'est aussi pareil si tu es à Lyon et que, je sais pas... tu vis seul, tu dois pouvoir trouver un appart avec 500 balles de loyer et c'est OK, tu vois. Genre, pour vivre, c'est largement suffisant, c'est ça. Mais c'est après que... Donc là, il y a eu les revalorisations, tant mieux, mais c'est après que la précarité peut arriver. C'est-à-dire qu'une fois que tu as soutenu ta thèse, il faut trouver un poste à l'université. Alors attends, pourquoi l'université obligatoirement? Non, pas obligatoirement. Oui, non, pas obligatoirement. Tu peux trouver un poste. Et oui, on est d'accord, pardon. Excuse-moi, mais oui, c'est vrai que j'ai généralisé mon cas. Mais il faut trouver un poste après. Donc, soit tu vas dans le privé. Et une thèse, c'est généralement valorisable, même si y a pas mal de domaines dans lesquels les thèses sont peu valorisables dans le privé. En économie, il y a beaucoup de thèses qui sont valorisables. Moi, je suis dans la branche, donc ce que je vous ai dit, études de la production répartition, c'est pas valorisable. Je fais pas d'application mathématique, en tout cas très peu. Et donc, j'ai peu de compétences valorisables sur le marché du travail, voire peu de compétences tout court, en vrai. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un nerd, j'aime bien lire des livres, j'aime bien écrire des articles, mais après, je serais capable de remplir un tableau Excel, je le fais tout le temps, mettre des formules, etc. Mais voilà. Et donc, si tu veux pas aller dans le privé, tu vas à l'université. Et la plupart du temps, les gens, quand ils font des doctorats, c'est pour garder un pied dans le monde académique. Donc, pour aller à l'université, il faut avoir un poste. Et c'est là où ça devient plus compliqué, parce que, en gros, le poste auquel tu postules après une thèse, c'est ce qu'on appelle un poste de maître de conférence. Donc, c'est le poste... on va dire, il y a 2 niveaux de postes à l'université. C'est t'es maître de conférence d'abord et ensuite tu peux devenir professeur des universités. Et pour devenir maître de conférence, c'est galère. C'est galère pourquoi ? C'est galère parce que il faut être accepté. Donc en gros, c'est une campagne. Il y a un poste qui s'ouvre sur un sujet, n'importe où en France. Je sais pas, à Châteauroux, il y a l'université de Châteauroux, je sais même pas si elle existe, l'université de Châteauroux qui ouvre un poste en économie de l'environnement. D'accord.
et ben tous les gens qui ont fait une thèse en économie de l'environnement vont essayer d'avoir ce poste. Et donc pour ça, tu fais ce qu'on appelle des campagnes, donc des campagnes de maître de conf, et tout le monde est en concurrence sur son projet. J'ai pas les tenants et les aboutissants exacts de ce qu'il faut présenter, mais globalement c'est ton CV, ton parcours, tes publications scientifiques et ton projet de recherche au sein du laboratoire qui sont valorisés. Et à la fin, donc je sais pas, tu fais des euros, donc tu présentes ton dossier, ils retiennent, je sais pas, une vingtaine de candidatures, il y a 20 euros, les gens passent devant les membres du laboratoire, les membres du laboratoire décident qui ils vont accepter, et il y aura une personne qui aura le poste à la fin. Ah ouais, c'est quand même, la compétition, elle est rude. Hein. Ouais, oui, c'est pas facile, et du coup, c'est difficile parce que, en fait, en tout cas moi, dans mon domaine, qui est pas le domaine le plus valorisé aussi dans la recherche en économie, tu auras jamais un poste directement après ta thèse. D'accord. C'est quasiment impossible. Okay. Tu es obligé de faire ce qu'on appelle un post-doctorat. Donc en gros, tu fais 1 ou 2 ans dans un autre laboratoire sur tes thématiques de recherche et via des projets. Donc des gens font un projet de recherche, nous on veut chercher sur telle chose. Okay. Ils offrent un poste de 2 ans à quelqu'un qui vient de finir sa thèse, et pendant 2 ans, cette personne va travailler sur ce projet pour aider le projet à avoir des résultats, etc. Donc forcément, CDD. Oui, c'est un CDD, forcément. Et en fait, déjà, il faut que tu trouves un post-doctorat dans le domaine qui est le tien. Il y a des gens qui enchaînent des post-doctorats pendant longtemps sans jamais avoir de poste, et après, il faut que tu trouves un poste en plus. Ouais. Et trouver un poste, c'est pas facile. Il faut que ce soit, en plus, c'est pas certain ce soit un poste qui soit dans ton domaine d'études à toi, donc dans ton champ d'expertise. Et au bout d'un moment, tu finis ta thèse, t'as, je sais pas, 27 ans. Au bout d'un moment, t'aimerais bien trouver, donc tu fais 3 ans de postdoc, on va dire, t'as 30 ans, t'aimerais bien trouver un CDI quand même au bout d'un moment, et genre, t'as pas fait tout ça pour rien. D'accord. Et donc, un peu difficile, mais ça le fait. Il y a peu de gens qui abandonnent, mais il y a quand même des parcours de gens qui font 6 ans entre la thèse et leur premier poste, sans avoir de post-doctorat, qui se retrouvent à faire des petits boulots à côté, qui sont obligés de continuer à publier, à faire de la recherche scientifique en même temps que leur petit boulot pour valoriser leur CV, pour pouvoir avoir le poste. Oui, parce qu'après tu passes devant le laboratoire. C'est ça, exactement. Donc avec tes projets scientifiques. C'est ça, ce que tu as fait juste avant. Et en fait, il y a des gens qui, après la thèse c'est un contrat de 3 ans où tu es à peu près assuré d'avoir des revenus, se retrouvent à pas forcément en avoir pendant quelques temps, à faire des petits boulots. C'est très rare, c'est des exceptions. C'est vraiment, faut pas se dire que c'est la majorité, c'est très très rare. Mais il n'y a rien qui t'assure, ouais, c'est ça. D'accord. Et donc là, toi, est-ce que tu as un petit peu le projet de ta voix, un petit peu, tu penses est-ce que tu sais ou pas du tout? Comment ça? Est-ce que tu sais un petit peu la suite pour toi? Est-ce que tu... Non, absolument pas. Ouais. Globalement, là, je fais ma thèse, donc je suis en fin de 2e année. Il m'en reste 1, voire 2, mais ça, voilà. Après, ça dépend des postes de post-doctorat du coup qui s'ouvrent. Moi, je sais pas. Si ça se trouve, il faudra que je parte à l'étranger parce que j'ai que des postes à l'étranger, etc. Et en fait, ça dépend de plein d'éléments que tu maîtrises pas, quoi. Ça dépend de est-ce que tu as réussi à publier. Si ça se trouve, je vais faire un travail bien prochainement ou un travail complètement pourri. Si je fais un travail complètement pourri, si ça se trouve, dans 2 ans, j'arrête la recherche parce que juste mon dossier est pas assez bon. Tu vois. Alors, admettons, si tu fais un travail qui est complètement pourri, tu peux pas le cacher? Non. Tu le présentes pas, mais du coup, t'as pas le poste. Tu peux le cacher. Ouais. Tu peux faire une thèse. Enfin, déjà, non, ils ont accès à ton manuel de thèse. Voilà, ils ont accès à ta thèse. Voilà, ils demandent pour le poste de ta thèse, ils demandent les rapports du jury de thèse. Donc, comme ton mémoire, tu as un jury et tu as des gens qui t'évaluent. Si les rapports sont pas bons, ils le verront. Ouais. Et si tu n'as pas publié ou que tu as publié et que tu veux cacher, tu arrives juste avec ta thèse. Ils vont te dire bon, mec, t'es bien gentil, mais tes rapports sont pas bons, tu n'as rien fait. Ouais. C'est non, tu vois. Okay. Mais du coup, voilà. C'est assez rude quand même au final. Hein, quand on y pense, il y a quand même un côté, quand on a l'impression que quand on fait un doctorat, après ça, on va gagner beaucoup d'argent, et en fait, c'est pas du tout ça. C'est déjà, gagner beaucoup d'argent, non. Ouais, gagner beaucoup. Quand t'es en poste et que t'as bien, on va dire, upgrade dans les échelons, ça va. Tu gagnes bien ta vie, je pense,
top 5% en revenus, etc. C'est très bien, top 5% en France, top 10%, non, top 5%, c'est très bien. Après, ouais, tout n'est pas tracé, tout n'est pas évident. Il y a des gens qui réussissent très très bien et c'est possible de gagner beaucoup à l'étranger, mais c'est aussi, et c'est ce qu'il faut le dire, c'est la réalité de l'université française, c'est qu'il y a peu de fonds, il y a peu de fonds qui sont alloués à la recherche et à l'enseignement supérieur. Et à partir de ce moment-là, mécaniquement, il y a peu de postes qui s'ouvrent. S'il y a peu de postes qui s'ouvrent, il y a beaucoup de compétition entre les gens qui postulent et les gens qui sortent de thèse. Donc, c'est mécaniquement plus difficile. Et aussi un effet seuil démographique où, en fait, là, les baby-boomers, ils sont tous en poste et ils vont progressivement arriver à la retraite ou pas loin. Et donc, démographiquement, ils sont beaucoup plus que les autres. Et ça risque de libérer des postes à l'avenir si on n'a pas des politiques de coupe sévères dans les budgets de l'université, voire des politiques de censure de l'université française. Ah, c'est intéressant, parce que tu vois, tu parles de budget, et je fais livrer ma question pour que tu aies le temps de voir. Tu vois, on va parler un petit peu de vraiment là où on va rentrer dans l'économie. Alors, toi, tu as une petite spécialité, enfin j'ai vu des articles sur les big tech, on en reparlera après. Mais vu qu'on parle des universités, tu me dis que le budget de l'université il est pas conséquent. Est-ce que pour toi il faudrait déjà le revaloriser? Et si il faut le revaloriser, dans la limite du possible, ce serait je dirais combien? Est-ce qu'il faudrait doubler, tripler? Je peux pas, alors... je peux en parler, mais je t'en parlerai comme quelqu'un t'en parle au café du commerce. Ah oui, globalement, c'est absolument pas mon champ d'expertise. Je travaille pas là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est que on n'a pas assez de ressources pour les projets de recherche. Il y a trop peu de postes qui ouvrent. Les étudiants sont énormément et on est très peu pour les encadrer. Okay. Donc ça pose problème. Est-ce qu'il faut multiplier par 2, par 3 le budget de l'université? J'ai pas les chiffres et je peux pas te le dire. Il n'empêche qu'il y a un vrai problème de financement de la recherche. Et ce problème-là, il a un rôle plus important parce que, si on en revient à l'économie, la recherche publique est un truc primordial pour la santé économique d'un pays, pour plein de raisons. Premièrement, parce que si tu as une population éduquée, forcément, tu auras une situation économique qui sera meilleure parce que tu auras des gens qui pourront aller dans des secteurs à haute valeur ajoutée, etc. Mais aussi parce que on a trop tendance à croire que l'innovation, ça sort de start-up et d'entreprises innovantes, disruptives sur le numérique, etc. Mais quand on regarde ce qui se passe réellement, en particulier la situation américaine et la situation française aussi, la plupart des innovations de rupture fondamentale qui ont eu lieu, donc je ne parle pas en sciences sociales, je parle vraiment en sciences dures, qui peuvent être réutilisées dans on va dire, l'industrie et l'économie, ont lieu historiquement dans le domaine public, ou au moins l'intersection entre le public et le privé. Je pense notamment à des institutions comme la DARPA aux États-Unis, où la DARPA, en gros, c'était un fonds d'investissement de l'armée américaine. Okay. Et il y a pas mal d'économistes qui ont montré que la DARPA a joué un rôle absolument fondamental dans le développement, typiquement, moi je travaille là-dessus, des technologies de l'information et de la communication. Okay. Et il y a une économiste qui s'appelle typiquement Mariana Mazzucato, qui montre dans un livre qui s'appelle L'État entrepreneur que ne serait-ce que dans un iPhone, là, donc j'en ai un sur la table, la plupart des technologies qui sont dedans, à la base, leur création, elles viennent d'un financement public. C'est-à-dire le tactile, c'est des innovations militaires, l'Internet, c'est des innovations militaires, le GPS, c'est une innovation militaire, et c'est des trucs qui ont été financés par le public à la base, puis qui ont été, il ne faut pas retirer ça aux entreprises privées, améliorés de manière incrémentale et avec quand même des apports conséquents et des ruptures conséquentes dans les produits technologiques, mais des apports de l'industrie en elle-même. Mais du coup, il faut noter que l'université publique et la recherche publique est absolument fondamentale dans le fonctionnement d'une société, que ce soit économiquement pour les innovations, etc., et pour les sciences sociales, pour la santé politique d'un pays.
c'est important d'avoir une université qui est libre, indépendante et bien financée pour éviter des dérives antidémocratiques et pour simplement prendre du recul sur le fonctionnement de la société en elle-même. C'est hyper intéressant ce que tu dis en fait là. C'est que nous on a souvent tendance à justement dire que les entreprises privées sont à la pointe de la technologie et de l'innovation, mais en fait pas du tout. C'est pas du tout, mais c'est qu'il y a vraiment chacun à sa part. C'est ça. Je dis pas que pas du tout. Je dis simplement que y a des ruptures fondamentales qui se font et qui viennent aussi du secteur public. Et il faut pas enlever l'importance du secteur public dans le financement de ces innovations. Okay. Et que ce soit des financements via la DARPA ou via du capital risque public, je pense à InQtel aux États-Unis qui a financé énormément, donc c'est un fonds de capital risque, donc d'investissement dans des technologies, qui a financé énormément d'entreprises privées, ultra innovantes, etc. Et même quand tu regardes à l'heure actuelle, les entreprises qu'on considère comme innovantes, par exemple, bon c'est pas l'aéronautique mais dans l'aviation, SpaceX, est abondé en grande majorité, je crois à 90%, par des fonds publics. C'est uniquement des fonds publics qui financent les projets de conquête de l'espace avec tous les problèmes que ça implique. Je renvoie aux super travaux d'Arnaud Saint-Martin sur la conquête spatiale, mais avec toutes les implications que ça a sur la planète, etc. Mais il faut savoir que ce qu'on voit comme des nouvelles fusées qui partent, qui reviennent sur Terre, etc., je ne dis pas que l'entreprise SpaceX ne fait rien, je dis simplement que c'est financé par des fonds publics. Okay. Et que donc le financement de fonds publics dans la recherche tant fondamentale qu'appliquée est absolument central pour que l'économie, entre guillemets, fonctionne bien. Okay. Là, et la politique aussi, pardon. Là, tu nous parles beaucoup des entreprises américaines et justement, on va se diriger vers un petit peu ton domaine d'expertise, c'est les big tech. Est-ce que tu peux juste assez rapidement nous décrire un peu ce que c'est les big tech? Les big tech, c'est un concept un peu mou. Mou, ça veut dire que c'est un peu creux, mais globalement, ça regroupe les grosses entreprises du numérique américain, donc les GAFAM, ce que tout le monde connaît, Google, Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon. On peut rajouter Nvidia, Tesla, etc. C'est pour ça que c'est un peu mou. Globalement, la catégorie n'est pas très claire. Et les big tech chinoises, donc qu'on connaît moins, style Xiaomi, Huawei et Tencent, qui sont des grosses entreprises du numérique chinois, qui jouent un rôle majeur, pas en Occident, on va dire, mais plus en Chine elle-même, qui est un continent, et dans les pays du sud global. Ouais. Ok. Et en fait, toi, tu étudies ces entreprises, mais qu'est-ce que tu étudies là-dedans? Alors, globalement, moi, ce que je fais, c'est qu'en ce moment, en tout cas, c'est que je travaille sur le cloud computing. Le cloud, c'est un truc tout simple que tout le monde connaît. C'est un grand nom grandiloquent, etc., mais c'est tout simple. C'est le fait que les entreprises, avant, possédaient des serveurs pour leur communication, leurs ordinateurs, etc. Et que maintenant, ce qu'elles font, c'est qu'elles suppriment ces serveurs pour consommer à la demande des ressources informatiques. Globalement, une entreprise va plus avoir son serveur chez elle, mais elle va payer une autre entreprise pour avoir accès à des services informatiques. Typiquement, Microsoft, donc, qui a son service cloud qui est Azure, va aller voir les entreprises, va leur dire « Vous n'avez pas besoin d'avoir des serveurs chez vous, vous avez une connexion Internet, vous avez des PC, nous on vous propose des services à distance comme un site Internet. Vous consultez ces ressources à distance et à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez des logiciels de comptabilité, vous avez des logiciels de communication entre vous, Zoom, Teams, etc. Vous avez des suites de bureautique, Office 365, Word, Excel, etc. Et donc, l'idée, c'est simplement, c'est ce qu'on dit, c'est un terme un peu barbare, mais une externalisation des systèmes d'information. Il y a une entreprise qui vous loue ses serveurs à distance parce qu'avec l'augmentation de la vitesse des flux d'informations, globalement, Internet va plus vite qu'avant. On peut ne pas avoir les ressources chez nous et quand même consulter très très rapidement des ressources qui sont à l'autre bout de la planète, ou je sais pas, là on est à Lyon, à Paris ou à Marseille. Et tu vois, alors j'ai une question, mais c'est pourquoi ne pas avoir les ressources juste à côté
Et justement, les faire un petit peu, je dis pas de la sous-traitance, mais enfin, tu as compris le terme. Pourquoi? Il y a plein de raisons. C'est difficile d'y répondre, mais globalement, d'un point de vue d'une entreprise, déjà, le fait de ne pas avoir à payer ses serveurs, ça fait un coût en moins. Okay. Globalement, quand tu payes, tu as un site internet, donc je sais pas, demain, toi, Driss, tu veux ouvrir une marketplace de vente de matériel aéronautique. Ce que tu as à faire, c'est acheter des serveurs pour que les gens puissent se connecter à ces serveurs, acheter le matériel, voir ce qui est disponible, recevoir les trucs, etc. Pour la dimension de tes serveurs, tu es obligé de dimensionner tes serveurs à ton pic de requête maximale. Je vais expliquer. Simplement, très simplement, juste, disons que tu as plein de gens qui viennent sur ton site internet. Ton site internet, il doit juste pouvoir supporter le maximum d'utilisateurs que tu peux recevoir. C'est-à-dire que, imaginons qu'en moyenne, tu es 1000 utilisateurs, mais qu'il y a une journée de l'aéronautique où tout le monde veut acheter, ça monte à 3000. Et ben, il faut que tes serveurs ils puissent répondre à ces 3000 personnes à ce moment-là. Et donc, ça veut dire que la taille de tes serveurs est une taille qui peut accueillir 3000 personnes et non plus uniquement 1000 personnes. Donc, ça demande un coût très élevé. Donc, pour une petite entreprise qui n'a pas forcément les moyens, c'est très élevé. Et ça permet à cette petite entreprise donc, d'avoir des serveurs qui sont en gros très flexibles. Elle n'a pas besoin d'avoir une salle de serveur très très grosse avec des pics de demande de temps en temps, etc. Mais elle peut consommer à la demande des ressources informatiques. Et donc, ce qu'elle fait, c'est juste en cliquant. Donc, tu as 1000 utilisateurs tout le temps. Tu prends des serveurs pour 1000 personnes chez Amazon ou chez Microsoft. Tu cliques. Au moment où tu as 3000 personnes, donc c'est automatisé, il te monte ton nombre de serveurs à 3000 pour cette période-là. Et juste après, ils peuvent te rebaisser. Donc, en gros, ça veut dire que c'est de la consommation à la demande. Tu n'as pas besoin de redimensionner constamment et d'avoir des gros data centers si tu as un pic tous les ans, etc. Donc, un truc de flexibilité, un truc de faible coût. Donc, en gros, tu payes moins cher une consommation de serveurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des économies d'échelle. Ça, c'est difficile à expliquer. Mais en gros, plus tu as de gros serveurs chez toi, moins ça coûte cher d'en avoir. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle des économies d'échelle. Plus tu en as, moins c'est cher. Et donc, plus c'est concentré chez un seul acteur, moins les serveurs sont chers. Ce qui fait que si tu les avais chez toi, ça coûterait... Un serveur coûte 1000 €. S'ils sont chez l'autre, ça coûte 500 €. Donc, ça baisse les coûts. Donc, ça permet de la flexibilité parce que tu fais varier la taille de tes serveurs en fonction des requêtes que tu as sur ton site internet, etc. Tu as des économies d'échelle. Et aussi, je dirais, tu as des services auxquels tu n'aurais pas accès si tu n'avais pas cette consommation-là. Par exemple, des algorithmes de traitement de données qui sont compliqués et qui sont très puissants. Tu peux bénéficier, en payant à Google, de leurs algorithmes qui sont très très évolués. Plus performants. Exactement, que tu n'aurais jamais pu le développer. D'accord. Donc ça te permet une qualité de service supérieure en interne. C'est assez intéressant parce qu'en fait, au final, une société qui peut être par exemple à Paris va quand même communiquer avec une société qui sera en Amérique. Exactement. Non, elle n'est pas en Amérique. C'est une société américaine. Elle aura des serveurs en France. Et elle louera ces serveurs-là. D'accord. À l'entreprise. À la surprise française. Globalement, c'est ça. Ok. Mais tu ne vas pas communiquer directement avec les États-Unis. D'accord, oui, c'est le serveur qui sera en France, qui sera possédé ou loué par une entreprise américaine. Ok. Quand tu parles justement de serveurs, un petit peu... vas-y, je te laisse. On coupera rapidement. Vas-y. Hop, vas-y. Quand tu parles justement des serveurs un petit peu là... en fait, les grandes entreprises comme Google, Microsoft, etc., elles en ont partout, les serveurs ou Elles en ont partout. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux modalités. Ça, je ne suis pas expert de ça, mais globalement, il y a deux modalités. Soit tu as tes propres serveurs, c'est ce qu'on appelle des serveurs en propre et tu les construis. Soit tu loues des serveurs. Globalement, les entreprises donc sur le marché du cloud, les plus grosses entreprises, c'est Amazon, avec Amazon Web Services, Azure, donc Microsoft, et Google. Ces entreprises sont dites hyperscalers. Globalement, ça veut dire qu'elles peuvent permettre à une entreprise de faire exploser sa masse d'utilisateurs. Je suis une plateforme et demain, j'ai un pic d'utilisateurs à 1 milliard, 1 milliard de gens qui viennent consulter mon site internet partout autour du globe. Ces entreprises-là sont en mesure
d'automatiquement, on va dire, scaler, c'est-à-dire mettre à l'échelle ton nombre de serveurs partout autour de la planète pour pouvoir accueillir cette masse majeure d'utilisateurs. Et donc oui, ils ont des serveurs de partout et des serveurs de grande qualité et des services de grande qualité. C'est assez fou. Alors, tu vois, moi, j'entends souvent que ces entreprises-là, justement, elles dictent un petit peu notre consommation, notre vie, notre économie. Est-ce que tu peux nous le confirmer ou pas du tout? Globalement, oui, en tout cas en termes de produits numériques, pour plusieurs raisons. On va dire que, en général, je ne vais pas parler en général, je vais parler uniquement du secteur du cloud et de ce que je vois. Elles dictent déjà, elles choisissent unilatéralement, donc il y a une relation asymétrique entre les gens qui achètent leurs serveurs et eux. Elles peuvent décider du jour au lendemain d'augmenter les prix. Et ce que font ces entreprises, en fait, c'est qu'elles appliquent ce qu'on appelle des egress fees, c'est-à-dire des frais de sortie. Pour que tu passes chez eux, il faut que tu fasses migrer toutes tes données chez eux. Donc toutes les données de ton entreprise, tu les mets chez elle, si tu as envie. Et quand tu mets les données chez elle, c'est gratuit. Tu payes rien. Tu mets les données chez elle. Mais quand tu veux sortir les données, tu payes. D'accord. Et c'est là que ça devient problématique. C'est que elles peuvent, une fois que tu as les données chez elles, elles te disent du jour au lendemain, bon écoute, c'est plus cher. C'est tout. Et là, tu es obligé de... Exactement. Et il y a plein de trucs qui font, et ça serait trop long de revenir en détail, mais qui font que c'est elles qui décident de où va l'innovation. C'est-à-dire, dans le secteur du cloud, il y a des acteurs français, Scaleway, OVH, etc., mais qui décident dans quelle direction va aller l'innovation et comment en profiter elles-mêmes, en fait, finalement. D'accord. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont accès, donc c'est pas un truc neutre d'externaliser son système d'information, mais elles ont accès à énormément de données, énormément de traces numériques, et au même titre que toi, en tant qu'utilisateur, ton algorithme, il sait ce que t'aimes, il sait ce que tu veux, il te fait scroll pendant des heures et des heures sur ton téléphone. Là, ça passe à un niveau supérieur, pas encore toutes les entreprises sont dessus, mais la plupart des entreprises qui sont dessus donnent des données à ces entreprises-là. Et des entreprises qui peuvent être concurrentes, typiquement Netflix, qui est en concurrence avec Prime Video, à tous ces serveurs, la plupart son plus gros fournisseur de cloud, c'est Amazon. Oui, c'est bizarre. C'est assez particulier, mais en même temps, on voit qu'il y a vraiment ça dicte vraiment... C'est ça peut poser problème. Et là, je prends Netflix parce que c'est un gros exemple, mais moi, dans ce que je vois dans mes recherches, il y a d'autres, je peux pas en parler tout de suite, je peux pas en parler là, mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont dans ce cas-là, en fait. Et qui sont dépendantes sur un segment. Et en fait, ce qui est impressionnant avec ces grosses entreprises, ces big tech, c'est qu'elles sont ubiquitaires, c'est-à-dire qu'elles sont partout et elles sont à un niveau d'innovation qui est tellement en avance sur les autres, dans tous les segments, que c'est quasiment impossible de les rattraper, en fait. Et l'idée, c'est parce que souvent on a un truc de l'innovation comme ça récompense le plus vertueux, l'entreprise qui innove le plus, etc. Le truc, c'est que ces entreprises-là ont quand même des rentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, globalement, elles ne peuvent pas être distancées. En gros, typiquement sur l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un gros enjeu sur le cloud computing parce qu'il y a plein d'entreprises qui veulent avoir des produits d'IA, de LLM, donc des modèles de langage, votre chatbot, ChatGPT ou je ne sais quoi, dans leur entreprise pour pouvoir, je sais pas, une fois qu'un nouveau salarié arrive dans l'entreprise, un ou une arrive dans l'entreprise, il puisse parler avec un LLM qui a toute la documentation de l'entreprise et en fait, tu as moins besoin de le former. Donc, ok. Ça représente peut-être un gain au niveau du coût, mais... C'est ça. En gros, ces trucs-là peuvent être positifs, tu vois. En gros, je ne nie pas qu'il y a des effets positifs qu'il y a des effets positifs. C'est vraiment, ça peut aider une entreprise à accélérer ses process, ça peut être cool. Mais d'un autre côté, en fait, les entreprises qui en bénéficient, c'est toujours les mêmes. Pourquoi ? Parce que, donc, on va dire que la rupture des LLM, elle vient d'OpenAI, même si c'est plus compliqué. OpenAI, qui à la base était censé être non lucratif, etc. Microsoft est arrivé après, a investi 40 milliards. Amazon, qui n'était pas plus avancé, a investi dans Anthropic. Donc Anthropic, c'est une scission de OpenAI, des gens qui sont partis d'OpenAI pour faire leur propre modèle. Et Amazon a réussi à se mettre dans la boucle et à investir dans Anthropic et pas en prendre le contrôle, mais t'as compris. Google n'avait pas développé de LLM
en interne, ou alors très peu, mais ils avaient racheté une entreprise qui le faisait, une petite start-up très très innovante qui s'appelait DeepMind, et ils ont réussi à sortir, donc, via leur branche DeepMind, Gemini, donc leur modèle de langage. Apple, là ils sont encore en retard et ils ont des accords avec OpenAI, mais ils peuvent, avec les milliards qu'ils ont et les ressources financières qu'ils ont, rattraper leur retard sans que ça pose problème. Et en fait, le truc, c'est que tu es dans une situation où, certes, c'est des entreprises qui innovent, mais elles ont des impacts négatifs sur le reste de la société parce que y a le cloud. Donc là, j'ai pris la situation où elles arrivent à extraire de l'argent, donc ce qu'on appelle des rentes, et ça s'applique à plein de sphères de la société. C'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent de techno-féodalisme. Globalement, une fois que tu es dans leur environnement numérique, tu ne peux plus en sortir, c'est ce que je disais avec les Y-Fees, et elles peuvent prélever de l'argent sur ton activité sans y participer directement. En fait, elles te fournissent les ressources pour que tu puisses la faire, Internet, enfin tes plateformes Internet, le cloud computing qui te permet d'avoir ton système d'information, extraire des ressources, et avec ces ressources-là, bah, finalement, elles prélèvent, elles agissent un peu, on va dire, comme un parasite sur le reste de l'économie. Un parasite, mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'elles permettent aussi... un peu vulgarisé quand même, parasite. Bah non, il y a des gens qui parlent de parasitisme. Il y a des gens qui parlent de parasitisme. Il y a des tensions entre ce qu'on appelle du parasitisme et du vampirisme, mais c'est des trucs... je vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, il y a des gens qui parlent de parasitisme, mais il faut pas oublier non plus, et c'est plus compliqué, et c'est pour ça, je sais pas si je suis clair, mais que ces entreprises permettent aussi quand même un bon nombre de l'activité, enfin une grosse quantité de l'activité économique de se faire et d'avoir lieu, c'est-à-dire sur les marketplaces, etc. Donc un vrai truc de... Elles sont toujours devant, mais elles ont un rôle absolument central, elles utilisent ce rôle absolument central pour être toujours devant, et donc tu as une interaction constante, et ça pose plein de questions. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair, je pense pas avoir été clair. Si, moi je trouve que c'est assez clair, enfin en tout cas j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Après, de toute façon, on verra bien sur les commentaires si on voit que personne n'a compris. Bon, bah, c'est que c'était pas très clair. En tout cas, moi, ça me paraît très clair. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, tu parles justement de cette avancée, ce bond, la technologie qu'on a. En fait, c'est pas rattrapable. Et c'est ça qui est assez fou. Est-ce que tu dis que c'est pas rattrapable parce qu'elles ont énormément d'argent ou simplement parce qu'elles ont énormément de moyens et que, en fait, elles sont déjà trop en avance par rapport aux autres, donc l'écart qui est construit est énorme. Ou c'est vraiment une question financière? Il y a les deux. Vu qu'elles ont un gros écart, elles attirent plus de revenus. Vu qu'elles attirent plus de revenus, elles peuvent accentuer l'écart et c'est un cercle vicieux. Maintenant, pourquoi elles sont devant? Il y a plein de raisons. Elles ont accès à une manne financière qui est absolument énorme aux États-Unis avec ce qu'on appelle les fonds de capital risque, etc., qui les financent abondamment. Il y a eu la DARPA, comme j'ai dit, donc une politique industrielle américaine puissante et très très forte depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a aidé cette industrie à se développer. Et en fait, il ne faut pas voir les big tech comme des entreprises qui émergent de nulle part, un geek dans son garage donc le mythe de l'entrepreneur, pour reprendre le terme, c'est ça, pour reprendre les termes de Galuzzo, du geek dans son garage, de Steve Jobs qui crée du jour au lendemain l'interface Apple et c'est absolument génial et c'est un visionnaire, etc. Il y a une industrie, il y a un réseau d'innovation qui se met en place à ce moment-là, les Silicon Valley, un réseau d'innovation qui est structuré par l'État américain et par les dépenses militaires américaines. Ces industries-là sont des enfants, des filles de la politique industrielle américaine, ce qu'on n'a pas su mettre en place en Europe, et donc ça joue énormément. C'est aussi des instruments de pouvoir politique et géopolitique, et ça joue un rôle majeur dans la politique des États. C'est pour ça que les États-Unis ont soutenu massivement ces entreprises dans les années 70-80, et qu'elles continuent de les soutenir avec des projets publics, typiquement, je sais pas, le projet Jedi, le département, je crois que c'est le Pentagone qui fait un contrat, qui a signé un contrat ultra important avec Amazon et Azure, je crois, et peut-être Google,
pour avoir un cloud computing du Pentagone ultra sécurisé, pareil pour le département de la défense, etc. quoi. C'est fou. C'est ça qui est hyper intéressant. Je vais t'avouer que là, t'as tout bien expliqué et je t'avoue que j'ai plus aucune question. Je comptais rebondir, mais et je te remercie. Hein, bravo, parce que vraiment, c'est une explication c'est très claire. Okay. C'est très clair. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que tu parles de Silicon Valley. On pourrait vraiment rebondir énormément de fois. Mais je crois que là le timing va bientôt être à la fin. Là, on arrive bientôt à la fin du podcast. Est-ce que tu as peut-être quelque chose dont tu veux parler T'as le droit de dire non. T'as le droit de dire pas de sujet. S'il y a un truc que j'ai à dire, c'est que quand vous voyez un économiste avec un ton péremptoire vous dire il faut, je sais pas, même quelqu'un avec qui je serais en accord, je sais pas, il faut augmenter les impôts ou il faut redistribuer, c'est sûr, à 100%, c'est plus efficace, comme je l'ai fait en fait juste avant, c'est pour ça que je disais ça. Et en vrai, il faut toujours remettre en perspective ce que cette personne a dit, parce qu'une phrase d'économiste, c'est jamais absolument scientifique. Il y a toujours un enjeu de politique derrière, et c'est pour ça que l'économie politique, c'est l'aspect que je trouve la plus pertinente, c'est qu'on n'est pas dans un groupe où il y a un intérêt général et on vise le bien-être de la société. Il y a des groupes sociaux avec des intérêts qui sont potentiellement antagoniques, et au vu du fait qu'il y a des intérêts potentiellement antagoniques, quelqu'un qui vous dit il faut faire ci plutôt que ça, c'est sûr scientifiquement, 99,9999999% de chances que ce soit pas vrai et que ça reflète une position politique derrière. Et c'est toujours un truc à prendre en compte. Je te remercie de ton conseil. On écoutera, on y pensera quand on aura un économiste qui viendra sur un très connu plateau de télé dont on taira le nom. Je te remercie, Lucas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De réussir ta thèse ? Ouais, réussir ma thèse. Doctorat ? Ouais. Éviter le pays de tomber dans le fascisme, en vrai. Le monde entier. Ça serait bien. Écoute, je te remercie d'avoir participé à ce podcast et je te souhaite plein de bonnes continuations. Merci. Une bonne thèse. Merci. Et plein de bonheur. Merci. Avec plaisir. Merci Lucas d'être venu. C'est la fin de cet épisode avec Lucas. Je le remercie d'être venu sur le podcast pour nous parler de ses études et de sa passion. Si tu as apprécié ce podcast, tu peux le partager autour de toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Discussion entre amis.